Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer ce mois d'août, j'ai décidé de le commencer avec une story time horreur et non HDV. Car l'HDV que j'avais trouvé, eh bien je ne la retrouve plus. Celle que j'avais bien aimée et que j'avais sélectionnée, ben je la retrouve plus. Donc en attendant que je la retrouve, bien je préfère commencer avec une story time horreur. Et la prochaine, Inch'Allah, ce sera une HDV. En espérant que je la retrouve parce que l'histoire, elle était juste excellente. Mais je pensais que je l'avais enregistrée et je l'avais pas enregistrée. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que vous, ça va. Que du côté de chez vous, la météo est beaucoup plus clémente qu'ici à Paris. J'ai l'impression clairement que nous sommes en automne et vraiment, c'est what? Je pense qu'on aura, Inch'Allah, un été indien, c'est-à-dire à la rentrée. Eh bien, c'est là que le soleil va mettre le bout de son nez, je pense. Mais là, pendant 15 jours, quand j'ai entendu ça tout à l'heure à la météo, la première quinzaine d'août, il fera moche comme si on était en automne, en fait. Ça déprime. Mais vous inquiétez pas, on va déprimer ensemble et on va surpasser cette déprime avec mes histoires. Donc, on va pas plus perdre de temps que ça. Trêve de blablaterie, je vais vous laisser le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder, écouter l'une de mes nouvelles vidéos. Cette histoire, c'est une histoire d'horreur et vraiment, elle vaut le détour. Donc, préparez-vous, préparez un petit snack, faites tout ce que vous devez faire. Et la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. À tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi entre le Yémen et l'Arabie Saoudite et vous allez comprendre pourquoi cette histoire va se passer entre ces deux pays. Donc, celui qui nous raconte son histoire, c'est un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Abbas. Donc, Abbas, il nous dit qu'un jour, eh bien, il était en train de faire son travail. Son travail, c'était qu'il était berger et qu'il gardait, eh bien, plusieurs moutons, pas de sa famille, puisqu'ils étaient pauvres, ils en possédaient très peu, mais plutôt ceux des gens plus riches, eh bien, qui habitaient son village. Et il dit qu'un jour, il va avoir une altercation qui va partir très loin entre lui et justement le fils d'un de ces riches villageois. Donc Abbas nous dit que ça faisait un petit moment déjà, et bien que ce garçon venait à chaque fois l'embêter, le chercher, et que Abbas prenait sur lui de peur de s'attaquer à lui et des répercussions que sa riche famille pouvait lui faire subir. Donc il laissait à chaque fois couler. Mais ce jour-là, le jeune homme il va partir beaucoup trop loin dans sa moquerie et dans ses insultes, et il a dit eh bien qu'il a perdu toute patience, il en pouvait plus, et à côté de lui, eh bien, va se retrouver une pierre, et cette pierre, en fait, il va la lancer sur la tête, eh bien, de ce jeune homme, mais en ne cherchant pas d'abord à viser sa tête, mais plutôt à lui faire juste peur. Et le mec, en fait, lui disait, vas-y, si t'es un mec, jette, tu vas faire quoi? De toute façon, tu me touches, tu sais ce que tu risques. Donc, il a dit, il en pouvait tellement plus, eh bien, qu'il a pris le caillou et qu'il lui a jeté en pleine tête, mais pensant juste que l'autre il allait esquiver quoi. Mais l'autre en fait il n'a pas du tout esquivé, il a été pris de court parce qu'il pensait vraiment pas que Abbas eh bien allait mettre sa menace à exécution, et la pierre eh bien lui est tombée tac sur le côté eh bien de son front. Sauf que quand la pierre l'a touché, en fait il l'a lancée avec tellement de haine, de rage, de colère, eh bien que l'autre
et vient s'évanouir. Une fois qu'il était tombé dans les pommes au sol, il faut savoir, celui qui persécutait à chaque fois, eh bien Abbas, il n'était pas tout seul, il y avait ses petits camarades qui étaient tout aussi méchants que lui avec eh bien le persécuteur. Donc quand ils ont vu que du sang a commencé à sortir du niveau de sa tête, ils ont été tous pris de panique, Abbas aussi, et les amis du persécuteur vont courir en direction du village pour ameuter eh bien, la famille de celui qui est tombé au sol. Donc Abbas, il va être pris de panique parce qu'il sait que voilà, il vient d'une famille très puissante et donc il a commencé à avoir peur de ce qu'il pouvait lui faire. Il se disait dans sa tête, c'est bon, aujourd'hui, j'ai signé mon arrêt de mort. La seule et unique chance que j'ai eh bien, de rester en vie et que ma famille ne subisse pas genre les foudres de cette famille, c'est que il faut que je m'enfuis. Donc le pauvre, il a lâché son bâton de berger et s'est mis à courir loin, très vite, hors du village, mais le plus vite qu'il le pouvait. Donc Abbas, le pauvre, il a couru tellement, mais tellement dans la précipitation, dans la peur, dans l'angoisse, et bien qu'il va se retrouver vraiment très loin de son village. Et il va aller comme ça, dites-vous, cappuccino, cappuccinette, jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'à la frontière. Parce que son village, il n'était pas trop loin. Donc, quand il arrive là-bas, il fait encore un peu jour. Et vous savez qu'il y a les postes frontières. Donc, il ne peut pas traverser directement, et bien, comme ça en Arabie Saoudite, sans visa, sans papier, sans rien. Donc, il décide, et bien, de se cacher. Quand il arrive au niveau de là où il veut passer, il voit qu'il y a des gens aussi qui sont comme lui, genre des gens qui vont passer illégalement la frontière. Ils lui disent de rester calme, de se cacher, surtout pas bouger. Et puis la nuit, ils allaient tous rentrer ensemble. Il faut savoir qu'il est parti avec rien dans les poches, même pas à boire, même pas à manger. Il est qu'avec ses vêtements, le pauvre, et ses sandales. Donc là, la nuit va finir par tomber. Et les gens, là, ils vont commencer à traverser illégalement entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Mais il l'avait prévenu. Une fois que, voilà, tu franchis, tu passes de l'autre côté, chacun sa route. Donc, le pauvre, ils se sont tous mis à courir d'un seul coup. Il y en a qui ont été coursés et rattrapés. Mais il dit, Abbas, lui, il était encore jeune. Et donc, sa course, il a réussi à échapper eh bien, aux gardes frontières. Donc là, il a dit s'est retrouvé au milieu d'un bar, c'est-à-dire d'un désert. Il ne savait pas où il allait. Et il avançait toujours, il dit tout droit, jusqu'à il va arriver à un célèbre village que je vous ai déjà raconté une histoire dessus. Vous allez vous en rappeler, qui s'appelle Najran. Comme l'histoire que je vous avais fait, la disparue de Najran, vous vous souvenez? Eh bien, à partir de là, cappuccino, cappuccinette, le pauvre, ça va être à partir de ce moment qu'il va regretter eh bien, de s'être enfui et d'être tombé surtout sur la personne qui va lui proposer de l'aide. Donc il dit que ça fait maintenant 2 jours qu'il erre comme ça et qu'il arrive à Najran et c'est désertique cette région-là. Et il a toujours ni bu, ni mangé, ni rien quand il entend au loin une voiture qui est en train, on dirait, d'arriver en sa direction. Donc, il a dit au début, il a eu peur, il pensait que c'était des policiers, des choses comme ça. Et s'il lui demande, tu es d'où et tout, ils vont savoir qu'il est du Yémen directement. Tac, retour au pays. Il avait peur, lui, de ce qui pouvait l'attendre là-bas concernant la vengeance de cette famille riche. Et donc, au début, il veut se cacher, mais c'est un désert, il n'y a nulle part où cacher. Donc, il se dit, il va adopter eh bien, un comportement normal et peut-être que ça va passer. Sauf que cette voiture, elle va s'arrêter à côté de lui, mais c'est pas du tout eh bien, des policiers. Assalamu alaikum. Donc, celui qui s'arrête à son niveau, c'est un homme d'un certain âge. Il descend sa vitre électrique. Il avait une 4x4, ça se voit que voilà, il a des moyens et que sa voiture, elle parle pour lui, genre. Et puis, il va commencer à regarder de haut en bas et dit Abbas. Et il voit que il est tout poussiéreux, tout fatigué. Sa sandale, elle est à moitié craquée. Il n'en a qu'une dans un pied. C'est vraiment la galère. Et puis, il comprend tout de suite le monsieur puisqu'il va lui dire Enta men al Yémen,
Genre, en gros, toi, tu es du Yémen. Et là, il dit, bah, Abbas, il a souri, il a dit oui. Il lui dit, à ce que je vois à ta dégaine, t'es passé illégalement dans notre pays. Et il va rigoler, encore une fois, Abbas, et dire tout à fait. Et il va se mettre, il dit, instinctivement à lui raconter pourquoi il était dans cet état-là et ce qui l'avait laissé fuir, eh bien, son pays et sa famille. Donc, Abbas nous dit qu'une fois que le monsieur, il avait entendu toute son histoire, bien sûr, ça lui a fait mal au cœur, mais ça l'a aussi fait sourire. Et il se rappelle, il lui dit, eh bien, sa jeunesse, que lui aussi, c'était un bagarreur et qu'il n'aimait pas, eh bien, se laisser marcher dessus. Mais bon, il lui dit, là, je suppose que tu n'as aucune famille ici en Arabie Saoudite et tout ça. Il dit, non, toute ma famille, elle est au Yémen. Donc, il lui dit, comment tu comptes vivre, comment tu comptes t'en sortir. Il dit, je sais pas, je sais même pas où aller. Et là, je meurs de faim et juste de soif, quoi. Donc, le monsieur, eh bien, il sort de sa voiture, il ouvre le coffre et il avait une glacière. Donc, il va lui donner à manger et à boire. Il a dit, il a mangé et bu comme jamais auparavant. Et quand le monsieur il a vu que c'est bon, il a repris un peu des couleurs, ça va mieux, il est plus un peu en confiance avec lui, eh bien, il va lui proposer un travail. Mais le travail qu'il lui propose, c'est pas au hasard qu'il lui propose ce travail-là. Il va pas lui dire, ouais, tu vas venir travailler avec moi dans telle ou telle chose. Directement, en fait, il avait capté que c'était un berger. Il lui dit, toi, t'étais berger au Yémen. Il lui dit oui. Il lui dit, comment tu sais? Il a dit, parce que j'arrive toujours à savoir, puisque vous avez une aura spéciale et tout ça, j'arrive à vous capter. Donc, Abbas, il lui dit, ok. Il lui dit, écoute, de toute façon, là, t'es en galère. Moi, je te propose, genre, un toit, le gîte, le couvert, tout. Et en plus, je te verse un salaire. Donc là, Abbas, il dit, bah, franchement, c'est Allah qui est avec lui, là. C'est Dieu qui est avec lui. Il pensait pas que ça allait aussi vite et aussi bien se passer. Il lui dit, d'accord. Tu veux que je travaille dans quoi? Il lui dit, bah, berger. Il lui dit, dans le désert. Parce que moi, j'habite en ville. Dans le désert, j'ai énormément de chameaux et tout qu'il faut s'occuper. Et ben j'ai besoin d'aide pour les bêtes quand je dois m'absenter, aller en ville chez ma famille et tout. Et bien j'ai besoin de quelqu'un qui soit avec mes bêtes pour qu'on vienne pas les voler, pour que elles soient, tu sais, elles n'aient pas besoin d'eau, que tu les ramènes en balade, aller un peu brouter et après tu vous revenez genre à la ferme. Eh ben s'il dit, moi, il n'y a pas de problème. J'avoue, je n'ai jamais gardé des chameaux. Je ne sais pas comment on fait, mais genre, si tu m'expliques et tu m'apprends, pourquoi pas? Le monsieur lui a dit, t'inquiète pas, tu vas apprendre, c'est vite fait et tout. Une petite formation, tu vas prendre la main. Vite fait, tu vas devenir meilleur que nous qui avons grandi dedans. Eh ben, il a dit, ok, vas-y, bismillah. Donc, il lui dit, vas-y, monte dans la voiture et je te ramène au campement. Donc là, il monte. Le mec, il démarre sa voiture. Et direction le campement. Donc, il nous dit, Abbas, après avoir roulé un bon moment, les voilà arrivés eh bien, au campement et à la ferme. Il y avait un petit campement où le monsieur il avait fait pour les employés qu'il avait une petite maisonnette où il y a tout le nécessaire, genre une petite salle de bain, une petite cuisine, une petite chambre. Et après, à côté, il y a la ferme, là où il y a... eh bien, les chameaux et tout qui sont dans leur enclos, etc., etc. Mais sauf que Abbas, lui, quand il arrive là-bas, il lui avait pas dit, le vieux monsieur, qu'il y avait un autre monsieur qui était genre un papa, ça se voit, d'un certain âge, eh bien, qui était là-bas. Et ce monsieur, il était d'origine mauritanienne. Et genre, quand ils descendent de la voiture, le monsieur, il est un peu surpris de voir Abbas, surtout dans l'état dans lequel il était, et aussi surpris par son âge. Et là, le monsieur... comme ça faisait un certain moment, le propriétaire, et bien que voilà le monsieur mauritanien travaillait chez lui, il avait un peu appris son dialecte et tout, et donc il commence, il dit Abbas, elle lui expliquer en mauritanien que son histoire, etc., etc., qu'il l'a pris sous son aile maintenant et qu'il va s'en occuper et qu'il va travailler avec eux. Donc là, il lui dit, le vieux monsieur au mauritanien, s'il te plaît, tu lui apprends tout le métier, tout le travail et tout. Donc là, le vieux monsieur se retourne vers Abbas, il dit, voilà, je lui ai dit de bien tout apprendre et tout. Mais malheureusement, dans même pas une semaine, eh bien, le monsieur s'appelle Mohamed, le monsieur mauritanien, il va retourner chez lui au pays. C'est bon, il a amassé l'argent qu'il lui fallait pour faire vivre sa famille, pour se faire un petit commerce dans son pays, eh bien, d'origine. Et donc, il était temps pour lui, eh bien, de rentrer auprès de sa famille.
Donc, il dit à Abbas, bah, ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur mauritanien, du mieux qu'il pouvait, en langue arabe, il va faire comprendre à Abbas qu'il va tout lui apprendre, les rudiments du métier, que s'il avait des questions, qu'il n'hésite surtout pas, qu'il va lui montrer tous les lieux où il devait ramener les bêtes et tout ça. Et qu'Inch'Allah, il allait être aussi fort que lui très très vite. Donc Abbas, il était content. Et le vieux monsieur, le propriétaire, il lui dit, moi là, je suis obligé d'aller auprès de ma famille parce que j'étais là depuis un bon moment. Donc, dès que, Inch'Allah, Mohamed, il va rentrer chez lui, au bout de 2-3 jours, Inch'Allah, je viendrai, comme ça, je prendrai la relève de la formation et tu verras, je t'apprendrai le reste au mieux possible. Donc, Abbas, il a dit, ok. Ils se sont convenus pour le salaire. Abbas, il a dit, c'était très convenable. Le monsieur, il lui a dit, ok, et il s'en est allé. Donc à partir de là, il dit, lui et Mohamed, le monsieur mauritanien, il lui montrait tout ce qu'il devait faire, comment reconnaître une bête quand elle va pas bien, quand elle est malade, qu'est-ce qu'il devait lui donner, qu'est-ce qu'il devait faire, les endroits où il devait emmener, paître les chameaux, etc. Tous les secrets des lieux et tout ça. Et il dit, il faut savoir que c'était pas les seuls, genre, dans l'endroit où ils étaient, mais genre, les autres campements de chameaux, pardon, ils sont éloignés quand même, genre, il les a vus juste quand le vieux monsieur, il est en train de le ramener en voiture, genre, pour aller d'un campement à un campement, tu peux pas y aller à pied, c'est mieux d'avoir une voiture. Donc, à partir de là, il dit, voilà la deuxième nuit qui arrive, et il dit, il est en train de parler avec Mohamed et surtout d'essayer de le comprendre au mieux possible. Parce qu'il dit, Mohamed, il n'arrêtait pas de lui dire, genre pour rester dans un endroit comme ça et tout, il faut vraiment être quelqu'un de courageux, il faut être un homme, il faut avoir peur de rien. Il a dit, mais tu vois, il comprenait ça même s'il ne comprenait pas toute la langue parce que le monsieur Mohamed, il parlait plus en mauritanien qu'en arabe. Il était plus à l'aise, c'est normal, c'est sa langue. Mais il faisait des efforts mesquines pour lui faire comprendre ce message-là. Et il dit, Abbas, il n'arrivait pas à comprendre de lui, si ce n'est que ça, genre, à chaque fois, il disait, il faut être un homme, il faut être courageux. Comme ça, en fait, il veut le prévenir de quelque chose, mais il a dit, sur l'instant, il comprenait pas c'était de quoi qu'il devait faire attention ou se méfier et tout. Donc il dit, cette nuit-là, il va se passer que la porte de la salle de bain qui se trouvait à l'extérieur, à côté de là où il dormait, il l'entend qui s'ouvre, tac, et qui se ferme. Qui s'ouvre, tac, et qui se ferme. Qui s'ouvre, tac, et qui se ferme. Mais genre, il dit, ça peut pas être, genre, le vent qui fait ça. Parce que tu entends, genre, la poignée qui se baisse, qu'on ouvre et qu'on referme. Mais ça se voit que c'est avec la poignée. Genre, c'est pas courant d'air, tu vois. Et là, il dit à chaque fois, regardez Mohamed, pour comprendre. Est-ce que, genre, t'es bien sûr qu'on est tout seul dans l'endroit? Et Mohamed, à chaque fois, il rigolait, il disait, bien sûr. Et il a dit quand Abbas, il voulait faire un surplus de questions, parce que, genre, le bruit, pour lui, il n'était pas naturel, il n'était pas normal. Il dit à chaque fois, il remarque que Mohamed, il veut changer de sujet. À chaque fois. Bref. Il a dit cette nuit-là, elle est passée. Arrive la troisième nuit. Ça va faire la même chose. Mais sauf que cette fois aussi, il y a des voix extérieures, genre de personnes qui parlent. Genre de personnes qui sont en train de parler. Il a dit, t'entendais distinctement les voix qui discutent entre elles, mais tu comprenais pas la langue. Donc là, il a dit, il a commencé à paniquer. Et en regardant Mohamed, il a vu que Mohamed était en train de le regarder. Et qu'il savait qu'il allait le regarder et il commençait à lui poser des questions. Parce que c'était pas normal. Mohamed, dites-vous que la seule chose qu'il va lui dire, c'est tant que tu restes à l'intérieur de la chambre, genre tu sors pas à l'extérieur, rien ne va t'arriver et t'arrivera rien. Et comme je t'ai dit, il faut être un homme et il faut être courageux et il faut avoir peur de rien. Mais tant que tu restes genre à l'intérieur, t'auras rien. Et là, il a dit, il n'a pas cherché à comprendre, Abbas, mais il a dit commencer à avoir peur, mais il ne calculait pas. Il se disait peut-être c'est des gens qui passent ou quelque chose, même si au fond de lui, il dit qu'il n'y a aucun passage dans le lieu où ils sont. Et le pire, il a dit que c'était que quand ces deux voix avaient commencé à discuter entre elles, il s'était levé, genre il avait fait trahir, il dit Abbas,
de se lever pour aller chercher quelque chose et jeter un petit coup d'œil à travers la fenêtre. Mais il a dit il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc là, il dit les 2 derniers jours de Mohamed, il passe à travailler et il a dit il ne s'est rien passé ces 2 nuits-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Abbas arrive le jour où Mohamed il va quitter définitivement le campement. Donc, il salue Abbas, il lui dit de bien faire attention, de bien faire le travail et que ça irait et qu'ils avaient un patron en or et que genre s'il reste sérieux avec lui, il va jamais le lâcher, etc., etc. Mais surtout, rappelle-toi, toujours tu restes dans la chambre et tout ça, la nuit. Il lui a dit ok, t'inquiète pas. Donc là, il était parti très tôt ce matin-là, et bien Mohamed, et voilà Abbas, et bien qui se retrouve le pauvre tout seul à devoir gérer cette ferme et surtout en n'ayant plus de compagnie avec lui. Donc là, il dit, il a fait son travail comme il devait le faire. Donc il a pris les chameaux, il est parti les balader et il est resté jusqu'à un peu avant le coucher du soleil. Il rentre une nouvelle fois à la ferme. Il donne et doit faire tous les trucs aux chameaux. Une fois qu'il a fini de s'occuper des chameaux, il rentre dans la petite chambre. Il a dit, il a commencé à se faire un petit dîner. Et après, il a dit, lui, en fait, il avait une habitude. Il était trop pressé de la faire et il attendait un peu le départ de Mohamed pour pouvoir faire ça. Qu'est-ce que c'était? Donc, Mohamed nous dit que son habitude, c'était que lui, il détestait dormir en intérieur, surtout l'été. Et là, il a dit c'était un été très chaud. Et pour avoir de l'air, eh bien, ils avaient l'habitude, lui et sa famille, de dormir à l'extérieur de la maison pour dormir à l'air frais. Donc, il dit, eh bien là, avec le départ de Mohamed, il va pouvoir sortir son lit et dormir pas très loin de la maison ni des chameaux, juste devant la cour de la maison. Et voilà, reprendre ses petites habitudes. Donc, il a dit, quand il a fini de dîner, il a fait un petit thé et ensuite il a sorti son lit et il s'est mis à un endroit, il a bu son thé et il dit il était tellement fatigué de la journée, tellement aussi il n'avait pas de nouvelles de sa famille qu'il a commencé à avoir un peu, eh bien comme de la tristesse, un peu l'envahir, un peu de peine. Parce qu'il dit, voilà, il s'est allongé, il a mis sa tête comme ça sous sa tête. Non, il a mis sa tête... Pardon. Il a mis sa main comme ça sous sa tête à la belle étoile. Il a dit, c'est là qu'il a commencé un peu à avoir des larmes qui coulent. Parce qu'il a commencé à penser à sa mère, à penser au pays, à avoir aussi des regrets sur la bagarre, pourquoi il avait agi comme ça. Et il se demandait aussi si le garçon il était mort ou s'il avait été sauvé, etc., etc. Et là, il a dit, il avait plein d'émotions comme ça. Et une fois qu'il a fini de penser à ça, il a dit, il avait le sommeil. Et donc, il a dit, il a commencé petit à petit à s'endormir. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, il dit qu'on était bien avancé dans la nuit et que là, il était vraiment bien endormi quand tout d'un coup, quelque chose va le réveiller et va le faire sursauter. Qu'est-ce que c'était? Il dit qu'il sent une main, tac, qui lui attrape le pied et qui lui appuie tellement fort, il a dit que ça lui a fait une pointe dans le cœur, la douleur. Et c'est ça qui l'a réveillé. Donc, il dit, directement, il a ouvert ses yeux, il a regardé la direction de ses pieds pour voir c'est quoi qui l'a attrapé. Et à partir de là, il a dit, il n'a rien vu. Donc, il a dit quand même, il a paniqué, il a ramassé son pied chez lui, il était en train de le masser pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui venait de se passer, puisqu'il a dit que c'était pas la sensation d'une piqûre d'une bête ou d'un animal, c'était vraiment une main qu'il a sentie avec des doigts et tout. Donc, il avait peur, donc il a dit, il s'est mis à regarder, un peu autour de lui, de peur, que durant son sommeil, des voleurs se soient faufilés, à l'intérieur de la ferme. Mais il a dit, il n'y avait personne, si ce n'est le silence de la nuit, et il a dit, il a commencé un peu à avoir peur. Et cette peur va être amplifiée, Cappuccino, Cappuccinette, puisque... Et le plus important, Cappuccino, Cappuccinette, c'est qu'il y avait
une ampoule d'électricité à l'intérieur de là où il dormait. Quand il est à l'extérieur, il n'y a aucune électricité, si ce n'est bien qu'il avait une lampe torche. Donc, quand il a vu que genre il n'y avait personne, dans la ferme, quoi, aux alentours, il a commencé à avoir peur, à se poser des questions et tout. Il a dit la peur, elle a commencé un peu petit à petit à l'envahir. Et là, la porte de la chambre qu'il avait laissée ouverte, mais avec la lumière éteinte, va se refermer d'elle-même. Mais sauf qu'il dit qu'elle ne pouvait pas se refermer d'elle-même vu qu'il n'y a aucun air. Même il dit même de dormir dehors, en fait ça servait à rien puisque les petites brises de vent qu'il avait, c'était rare, mais c'est quand même toujours mieux que de dormir en intérieur parce qu'il dit que c'était vraiment étouffant. Donc il a dit la porte, il l'a entendu, il l'a vu se fermer. Il a dit il a commencé à paniquer parce qu'il n'y avait pas de vent. Donc là, il était en panique. Il a dit il faut se mettre à sa place, à un endroit où il n'y a pas du tout de lumière, à un endroit où il n'y a personne si ce n'est chez Chameau, un endroit où coupé du monde, genre isolé, et tu vois ça. Il dit donc là, il a commencé encore plus à regarder autour de lui. Il a dit il n'était plus du tout serein. Mais il a dit la peur, elle va augmenter encore plus, puisqu'à l'intérieur de la chambre, il commence à entendre un rire d'un homme. Donc il se dit, c'est bon, ça y est, c'est ça. Il y a un voleur, il est en train de me narguer. Donc il dit directement, il avait à côté de lui comme une petite machette, il l'a pris dans sa main, il a la lampe torche et il marche en direction de la porte de la chambre pour entrer et attraper le voleur. C'était pas une porte genre en bois et tout ça, non, c'est une porte en fer. Donc vous imaginez déjà la porte en fer quand elle a claqué, le bruit que ça a dû faire, ça devait être horrible. Mais là, il a dit, il entend encore le rire, plus il s'approche, plus le rire en fait, il augmente. Et puis il a dit, oui, il a peur, mais il faut qu'il fasse son travail. Genre attraper le voleur et voilà. Donc là, il dit, il essaye d'ouvrir la porte. Donc il nous dit qu'il a essayé de toutes ses forces de tirer la porte, mais ça voulait pas. Il a dit même, il a essayé avec la machette, genre de tourner des coups entre la petite ouverture, genre faire glisser comme ça pour atteindre la serrure. Mais rien à faire, la porte ne s'ouvrait pas. Et le rire, il était toujours là. Mais il a dit au bout d'un moment, plus en fait il essaye d'ouvrir, plus en fait il remarque que le rire, en fait, son intensité et sa tonalité, elle diminue, si bien qu'il ne va plus rien entendre. Donc là, il était en panique. Donc il dit, dans sa tête, le pauvre, il ne sait pas quoi penser. Il n'est pas bien, il a du mal à respirer. Et il dit, il va entendre un son. Il a dit, de toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui, parce que maintenant il a plus de 18 ans, il a dit, il n'avait jamais entendu un son pareil. Ça, un son qui l'a juste tétanisé. Il a dit, il ne peut même pas nous dire à quoi ça s'approche pour qu'on ait une petite idée, mais c'est un son trop apeurant. Il a dit, ce son-là, il l'a laissé trembler de la tête aux pieds. Il a regardé d'où ça pouvait venir, mais il a dit, il n'a pas trouvé. Donc il dit, à un moment donné, le silence, il est revenu. Il n'y avait que le bruit de la nuit. Et il dit, le son, il va revenir. Donc il a dit, là, il a pris sa lampe torche, il a commencé genre à viser comme ça, vers là où il a l'impression que le son, il vient. Et là, il dit, tac, il s'arrête, il est choqué. Il voyait un homme d'une grande taille. Il était sa couleur de peau noire, mais pas noire, genre normal. Il a dit jamais, il a dit lui-même, il est genre, c'est un jeune homme de couleur noire. Il a dit, il a jamais vu quelque chose comme ça. Et il a dit, on dirait sur son corps aussi, il avait mis de l'huile. Et il a dit, il brillait d'un truc pas normal avec cette huile-là. Et il a des yeux tout noirs, genre, quel regard. Il dit là, oui, je comprends pas, il était... Là, il a commencé à paniquer, il a dit, purée, c'est lui le voleur. Donc, il a commencé à vouloir parler avec lui, à lui dire, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? Tu veux quoi? Etc. Dans la panique. Et il a dit, l'homme, il faisait que de le regarder, d'un regard noir, sans aucun sourire, sans aucune expression. Et il disait surtout aucun mot. Donc, il a dit, il a commencé un peu à s'énerver dans son fort intérieur.
et genre à vouloir aller s'expliquer en face à face avec lui. Donc il a dit, plus il avance, plus en fait il voit que l'homme, genre en fait il recule, mais sans marcher. Donc là il a dit, ouais, c'est quoi ça? Il se dit, non, peut-être c'est avec l'adrénaline, je suis en train de rêver. Donc il se rapproche, mais l'homme encore plus, il s'éloigne, mais sauf que là, il est plus à l'endroit où il le voit, mais il va le voir par exemple à côté des chameaux. Et quand il arrive vers lui, il est dans un autre. Et là, c'est là qu'il comprend, cappuccino, cappuccinette. Donc il a dit, il s'est mis à vouloir courir, genre pour l'attraper vite. Mais il a dit rien à faire. Et d'un coup, d'un seul, il a dit, tac, devant ses yeux, il a disparu. Et il a dit, c'est là qu'il a su. Et bien qu'en fait, c'était pas un être humain qui lui faisait face, mais que c'était un djinn, genre un démon, cappuccino, cappuccinette. Donc il était vraiment apeuré. Donc il a dit, quand ses jambes, elles ont pu rebouger à cause de la peur, ça l'avait tétanisé, il a décidé d'aller se cacher genre dans la chambre, de rentrer à l'intérieur. Donc il arrive, il tire la porte, mais il a dit, impossible de l'ouvrir. Impossible. Il a dit c'était comme si on l'avait fermé de l'intérieur à clé. Donc là, il a dit il était perdu, il ne sait pas quoi faire. Donc le pauvre, il a dit, il a mis ses deux mains sur sa tête, il commence à marcher avec sa lampe torche dans la main, juste à côté de la porte de la chambre, et à réfléchir à qu'est-ce qu'il allait faire. Il est genre foutu quoi, il se dit. Et là, il dit, il est en train de réfléchir et il entend que la porte de la chambre, elle s'est ouverte. Mais lui, il est même pas à côté. Donc là, il est en panique. Il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il rentre à l'intérieur de la chambre? Est-ce qu'il reste à l'extérieur? Et surtout, il est en train de se dire, c'est mort. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va sortir et ça y est, je vais mourir. Donc il a dit, il avait toujours dans sa main, eh bien, sa machette avec lui. Donc là, il s'est dit, première personne qui va sortir, j'en ai rien à faire. Je vais prendre la machette et je vais le taper. C'est tout. Et donc là, il a dit, il attend. Il est en panique. Il veut savoir c'est qui va sortir de la chambre. Mais il a dit, après plusieurs longues minutes, il n'y a rien qui est sorti. Donc il commence à se dire, mais qui a ouvert la porte? Donc là, il a dit qu'il a vu personne sortir. Il a commencé à dire, non mais attends, genre, ce qui bloquait la porte, genre, ça se trouve, c'était du vent, peut-être... J'ai pas senti, peut-être c'est le vent qui l'a fermé, ça a dû la claquer, et après c'est pour ça elle était coincée et tout. Alors il a décidé, eh bien, de marcher, avec prudence bien sûr, direction de la chambre, pour rentrer à l'intérieur et voir en gros, il se passe quoi. Là il arrive à côté de la porte de la chambre, on va dire de la petite maisonnette, il est debout la chambre, qui est plongé dans le noir. Il n'y a que la lumière de la lampe torche, dites-vous, qui éclaire tout, même l'extérieur. Ça doit faire paniquer de ouf, et les quelques étoiles qui sont là. Et là, il dit donc, avec la machette, il pousse la porte, et il a la lampe torche dans l'autre main. Il rentre un peu à l'intérieur, et il commence à tourner comme ça, regarder, et là, il bloque. Et là, il a dit, de sa vie, il n'a jamais vu un truc qui va autant le faire paniquer, que ce qu'il va voir et que je vais vous dire. Dites-vous qu'il voit une femme assise, les jambes comme ça, genre relevées, et qui est comme ça, et il a dit, vous voyez que ses yeux, elle est comme ça, elle se balance, et quand elle l'a vue, il a dit, elle a levé sa tête, ses yeux, ils brillent, il a dit, c'est pas quelque chose qui est normal, en fait, comment c'était en train de briller son regard. Et elle a levé sa tête et elle s'est mise à rigoler. Il a dit sa tête, là, genre, elle a changé. En horreur. Donc là, il a dit, il a hurlé et il est sorti de là en courant. Et il a dit, le pauvre, il savait pas où aller, quoi faire. Même s'il hurle à la mort, les autres campements qui sont pas loin de lui vont pas l'entendre. Parce que je vous ai dit, il faut quand même une voiture pour les atteindre. Donc là, le pauvre, il hurle et il décide, le pauvre, est bien juste d'aller se cacher là où il y a ces chameaux. Il se sentait en sécurité là-bas et il a dit, il pleure et il hurle, mais ses pleurs et ses hurlements, ça va lui servir à rien, malheureusement, vous allez voir. Donc là, il a dit, il lui a fallu au moins 10 minutes pour reprendre ses esprits, pour que sa respiration
elle redevienne normale, pour que son cœur, il arrête de battre aussi fort. Et il a dit, il avait tout le long l'image de la femme, comment elle a rigolé, sa tête, tout ça. Et il a dit, le pauvre, il pleure, il ne sait pas comment faire. Et là, il dit à un moment donné, sa réflexion, elle va être coupée puisqu'il va entendre, eh bien, une flûte qui se met à jouer, quoi. Quelqu'un qui est en train de jouer de la flûte. Donc là, au début, il pensait, il est en train de s'imaginer ce son, mais plus ça allait, plus le son il devenait clair. Et on dirait en plus, il était proche de lui. Donc il a dit un peu, il s'est senti rassuré et il s'est dit, ouais, c'est sûrement une bande de potes qui font genre du campement. Et peut-être moi, je n'ai pas capté et ils se sont installés pas trop loin de moi. Et donc il a dit, quand il a pensé à ça, il s'est senti de l'intérieur et bien mieux, tout simplement. Et surtout rassuré. Et il s'est dit, ouais, alhamdoulilah, il y a des gens et je vais pouvoir aller leur demander de l'aide. Je ne suis pas tout seul dans la galère. Et voilà, il faut que je m'encourage et que je sorte de cet enclos et que j'aille vers eux. Donc là, il a dit, il est sorti un tout petit peu et il les a vus, ils n'étaient pas trop loin de lui. Des gens assis autour d'un feu de camp et la musique en marche et qui ont l'air de discuter entre eux et d'apprécier la musique. Et là, il se dit, il était tellement dans la peur qu'en fait, il voulait tellement qu'il y a des gens qui s'est imaginé que c'était possible qu'il y ait des gens, mais c'est que maintenant, en fait, avec le recul, qu'il a dit, moi, tous les jours, je sortais et jamais j'ai vu des gens venir là où il était installé, quoi, où le vieux propriétaire était installé. À part, genre, les gens des campements aux alentours qui font le même métier que lui, il n'y a personne d'extérieur qui vient faire du campement là-bas parce que c'est pas fait pour, quoi, en gros. De là, il a dit, mais lui, il a oublié tout ça. Il a oublié, lui, il voulait juste voir des gens comme nous, quoi. Il va prendre la décision d'aller vers eux et de demander s'il pouvait, genre, passer la nuit avec eux jusqu'à que le jour se lève. Parce qu'il a trop peur, en fait, de rester tout seul, tout simplement. Il a dit, il va pas inventer un mytho. Il n'y a pas de honte à avoir peur, même si c'est un garçon. Bah, voilà, quoi. Il a dit, c'est rien, quoi. Donc, il a dit, il part en direction de ces gens qui vous allez voir. Ça marchait en leur direction. Et il a dit, plus il s'approche, plus déjà il faisait chaud. Mais là, en fait, il sent comme un froid. Bon, il se dit, alhamdoulilah, paix, cette nuit, il a décidé de mettre un peu d'air dans cette atmosphère. Et donc là, il dit, plus il s'approche, plus je vous ai dit, il ressent de la fraîcheur. Et plus en fait, la musique, elle est plus claire, plus les gens ils sont en train de kiffer autour de cette musique. Et il entend qu'ils discutent entre eux. Donc il décide en fait, pour pas les surprendre et qu'ils aient peur et qu'ils l'accueillent plutôt avec des coups, genre, parce qu'ils penseraient que c'est un voleur, il va s'annoncer avant. Donc il a dit, il commence à dire, les mecs, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il a dit, il crie fort, genre, en gros. Il n'est pas trop loin d'eux. Plutôt désolé, ils doivent l'entendre. Donc, les mecs, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Eh oh, les mecs, s'il vous plaît. Plus ça va, plus il augmentait comme ça dans son intensité à les appeler. Mais il n'y en a aucun d'eux, il te fait aller, qui s'est retourné. Il n'y en a aucun. Donc, il ne comprend pas. À partir de là, il se dit, attends, il va prendre une petite pierre par terre, genre la jeter, essayer de toucher quelqu'un. Lui, il aime trop les pierres. Mais genre, ou la faire tomber à côté pour que genre, ça se retourne vers lui. Peut-être que là, avec la musique et dans l'ambiance dans laquelle ils sont tellement concentrés qu'ils n'ont pas à faire attention. Il a dit, il se baisse et il commence à chercher une pierre, il en prend une. Il dit juste le temps de se baisser, tac, ramasser le caillou, il se relève. Il jure qu'il n'y avait plus de feu de camp, plus de flûte, plus de personne, plus rien. Alors là, il a dit, il l'a bloqué, il est resté comme ça, à regarder. Il a dit, il entend son cœur dans ses oreilles, sa respiration. Il est en panique. Où ils sont passés? Donc il a dit, quand il a vu ça, il a paniqué.
il a lâché le caillou et il a dit il va courir et se remettre là où il y a le chameau. Il dit, il sait pas pourquoi, il sentait que les chameaux, il allait le protéger et tout ça. Il a dit il faut qu'il retourne là-bas. Et il a dit en plus, à cette période-là, quand il était jeune, il a dit il n'était pas trop dans la religion, c'est-à-dire qu'il connaissait pas du Coran du tout, pas de protection, il faisait même pas la prière. Il a dit alhamdoulilah, maintenant avec l'âge, la maturité, il prie, il connaît le Coran et tout, mais quand il était plus jeune, il a dit j'avoue, de ce côté-là, il était zéro. Donc il a dit il avait même pas moyen genre pour se protéger, de savoir quoi faire, quoi réciter, quoi dire et tout. Donc là, il arrive, genre il commence à arriver vers son campement, il a dit il court, il n'y va pas en marchant, il court, mais il a dit derrière lui, il entend en fait qu'on est en train de le courser. Des pieds qui sont en train de le courser à la même allure que lui, il est en train de courir. Donc il dit, il se retourne pour voir c'est qui est en train de le courser. Il a dit, il n'y a personne. Il voit personne, mais il entend qu'on le course. Donc il a dit, avec la panique, en fait, ses pieds, ils se sont pris dans sa djellaba, la tenue traditionnelle, là, et tac, il est tombé. Le pauvre, avec la peur et tout, il s'est déséquilibré et ses pieds se sont croisés. Et avec la robe, les abaya ou bien les djellabas, quand ça coince. C'est pour ça même quand des fois on veut courir, on la remonte comme ça. Vous connaissez ça, l'ego. Hein. Quand on la remonte comme ça, parce que sinon après on n'a pas le mouvement, parce que ça bloque, ça coince. Et donc là, lui, le pauvre, il est tombé. Il a dit le problème quand il est tombé, aussi la lampe torche, elle est tombée un peu plus loin que lui. Donc il a dit, là, il est dans le noir total. Et il commence à entendre des rires et les pieds qui, genre là, ça marche autour de lui, mais il voit rien. Donc il a dit, le pauvre, il a rampé pour pouvoir atteindre la lampe torche. Une fois qu'il l'avait, il a dit, c'est relevé, il voulait pas se retourner, savoir qu'est-ce qui se passe derrière lui. Et il a couru, et il est rentré dans l'enclos, encore une fois, des chameaux. Il a refermé la grille derrière lui. Donc là, il est en plein milieu de l'enclos où il y a les chameaux. Et il a dit, il pleure et il crie. Mais il a dit, il sait très bien qu'il n'y a personne qui va l'entendre, qui va venir le secourir. Mais il a dit de pleurer à ce moment-là et de crier, ça l'a déchargé. Il a dit, ça lui faisait du bien parce que sinon, il a dit, il allait imploser. Et là, il a dit, en pleurant et tout, il regarde comme ça autour de lui, de peur de voir quelque chose et tout. Il dit, à ce moment-là où il tourne sa tête va tomber sur la porte de sa chambre. Et il dit, sur le seuil, il voit juste une ombre noire. Il distingue, c'est genre la forme d'un homme, mais il le voit pas, genre en gros. Donc il a dit pour être mieux, genre le voir mieux, il met bien la lampe torche en cette direction. Il a dit à peine il a la lumière de la lampe torche, elle a éclairé cette ombre, cette chose, on va dire, et bien qu'il la voit courir tac 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 vers la toilette extérieure. Vous vous rappelez celle que le premier jour quand il a dit à Mohamed, mais c'est quoi ce bruit qui s'ouvre et qui se fermait toute seule, c'est rentré là-bas. Donc il a dit, il attend, genre, il croit que ça va rouvrir, la chose elle va sortir. Il a dit, il n'y a rien. La porte, elle s'est pas réouverte à partir de ce moment-là. Et il a dit, il voit la porte de sa chambre toujours entrouverte. Mais il a dit, hors de question, pour lui, de s'y aventurer à l'intérieur. Donc là, il a dit, foutu pour foutu. Il a dit, il a éteint la lampe torche. Il s'est blotti, il a dit, contre les chameaux. Il a dit, subhanallah, il sentait comme si, genre, le troupeau, en fait, il s'est mis comme en cercle, il a dit, autour de lui, et ça le protégeait, quoi. Et il a dit, il est resté à pleurer et à être pas bien. Surtout qu'il a dit que la nuit, elle était loin d'être finie, dans la peur et l'horreur et le paranormal qui va continuer de vivre jusqu'au lever du soleil. Toute cette nuit-là, il a fait que d'entendre des pleurs d'enfants, des rires d'enfants, des pleurs de femmes, des femmes qui parlent entre elles, leurs cris, des voix d'hommes, de la musique, la même flûte, tout ça. Il a dit, il a vécu, il l'a entendu clairement et distinctement autour de lui. Et il a dit, quand il veut jeter un œil, il voit qu'il n'y a rien du tout. Mais autour de lui, sa vie normale, genre en mode... comme si c'était des vrais gens, mais durant les bruits qu'on entend, genre durant la journée, quoi. Donc là, il a dit quoi? Il a dit, c'est bon, je sais où je suis. Le pauvre, il était dans un lieu, en fait, qui leur appartient, en plein milieu, genre comme d'un lieu à eux, quoi. Kabila, je ne sais pas le dire en
en français, mais genre comme, si on va dire un petit village ou un truc à ces choses occultes-là. Donc là, il a dit, toute la nuit, c'est resté à faire des bruits, des choses comme ça. C'était l'horreur. Il dit donc là, la seule chose qu'il a répétée jusqu'au matin maintenant, il disait que Bismillah, 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 Bismillah. Il a fait que de répéter ça, il a dit jusqu'à ce que le soleil se soit levé, les premières lueurs du jour, il faisait que de répéter le mot Bismillah, Bismillah, Bismillah et de demander à Dieu de le protéger. Une fois que le jour, il dit, il s'est levé et dès qu'il s'est senti en sécurité, qu'il ne risquait plus rien, qu'il peut sortir de l'enclos au chameau et que, alhamdoulilah, les choses, c'est bon, c'était le jour, ça y est, elles vont plus genre apparaître et tout ça. Il a dit, en fait, tu vois que de la poussière. C'était quoi la poussière? Il a dit, c'est ses pieds, et bien qui, avec la force, qui s'est mis à courir hors de la ferme. Il a dit, tu voyais que sa poussière, tu le vois même pas que lui. Tellement il a dit, il aurait pu battre les meilleurs athlètes, genre, il l'aurait pas battu. Au 100 mètres, là, il a dit, lui, il l'aurait fait en 1 seconde. Donc là, il a dit, il a couru. Il n'y avait qu'un nuage de poussière derrière lui. Et là, il a dit, il commence à tomber, sort sur les autres bergers, des autres campements qui ramenaient leurs bêtes, paître et tout. Et il s'arrête quand même et il dit à ces personnes, dites à un tel, en parlant du patron, du propriétaire, que je lâche le travail, je veux plus de travail, je veux rien du tout, que voilà, il se débrouille. Et moi, ciao, je quitte, je pars. Il a dit, il a même pas laissé le temps aux bergers et les autres bergers de leur dire, ouais, t'arrives quoi, pourquoi tu pars, pourquoi si. Il a dit, il a démarré, il a continué de courir. Il a dit, il savait pas, il allait où. Mais dans sa tête, c'était clair. Je ne reste pas là, je pars. Et il a bien raison. Donc là, il dit, il court, il sait toujours pas, il va où. Et il dit, à un moment donné, il voit un puits. Donc il a dit s'approcher de ce puits parce qu'il dit déchéché, assoiffé. Il voulait juste se mettre un peu d'eau sur lui et boire de l'eau. Et là, il a dit, prends le seau, il remplit d'eau, il boit, il met sur lui. Et il y a le propriétaire du puits qui va venir le voir. Donc là, en fait, le monsieur, au lieu de le laisser boire quelqu'un qui a soif comme ça, genre en gros, il va s'embrouiller avec lui. Et en fait, quand il va s'embrouiller, il a dit, il l'a pris. Et pas très loin, il ne savait pas, mais il y avait un poste de police, un commissariat. Donc le monsieur, il va l'emmener au poste de police. Quand ils vont commencer à parler et tout, ils vont s'apercevoir qu'il est rentré illégalement, il dit, sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Et donc, il a dit, ils l'ont retenu durant 3 jours au poste, le temps de faire ses papiers pour, en fait, le renvoyer au Yémen. Donc il a dit le 3e jour, ils l'ont accompagné à la frontière et il a dit il est rentré au Yémen et surtout il est rentré dans son village et il avait moins peur qu'à son départ, genre en gros il a dit il aurait préféré assumer la bagarre, c'est pas grave et tout ça, que de vivre ce qu'il a vécu dans cette ferme en Arabie Saoudite. Donc il a dit il arrive auprès de sa famille, ils étaient contents de le revoir parce qu'ils avaient été les pauvres inquiets, il l'avait cherché partout. Et donc, ils avaient compris par la suite, sa famille, très vite, qu'il s'était enfui parce qu'il avait peur des répercussions dues à la bagarre. Sauf que le monsieur du village, le chef avec qui, il y a eu le problème avec son fils, en fait, lui-même, le pauvre, il faisait partie de la recherche et il a dit que, non, il n'allait rien lui faire, que c'est son fils, en gros, qui fait cette rumeur. À savoir qu'ils sont mauvais et tout ça, et que c'était bien fait pour lui. De toute manière, c'était une bagarre qu'il y a eu entre les deux, et que il n'y a aucune répercussion, c'était pas la peine de partir, d'inquiéter sa famille, etc., etc. Et ils les ont, les ont réconciliés, et le mec, il a dit à partir de ce jour-là, jusqu'à qu'il a grandi, l'autre, le persécuteur, là, il l'a jamais cherché, il n'y a plus jamais eu de bagarre, tout était rentré, il dit, dans l'ordre. Mais il dit, malheureusement, à cause de ce qu'il a vécu en Arabie Saoudite, il dit maintenant il est marié, il est père de famille, il est bien, il dit dans sa vie, mais il y a quelque chose en fait, bien qu'il y ait un poison, c'est qu'il dit qu'il peut plus dormir. En fait, à partir de cette nuit-là, il a peur, il dit, de la nuit. Genre le pauvre, il dit que lui, il sort très, très tôt le matin et rentre très tôt avant que la nuit,
eh bien, elles viennent parce qu'il a trop peur. C'est sa phobie, genre, de se retrouver la nuit dehors à cause de ce qu'il a vécu. Et s'il y est forcé, genre, s'il y a un de ses enfants qui tombe malade, un cas, il dit vraiment de force majeure, là, un cas de force majeure, il dit, bah, il prend quand même son enfant et le ramène à l'hôpital, bien sûr, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne, genre sa femme ou un ami à lui, etc. Mais sortir de lui-même tout seul dehors, il dit en pleine nuit, impossible. Il dit malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et il dort aussi avec une petite lumière parce qu'il dit qu'il a toujours les cauchemars du visage de cette femme qu'il a vue, de cet homme debout, de tout ça. Il a dit il en a encore des cauchemars. Il dit bien sûr religieusement, il est plus comme il était à l'époque. Il est bien, il a quand même très très peur, eh bien, à cause de ce qui lui était arrivé cette nuit de malheur. Donc, il a seulement, il se dit une question, c'est qu'il aurait trop aimé en fait savoir, Mohamed, le monsieur mauritanien, comment il a fait pour tenir autant d'années là-bas. Comment il a fait? Est-ce que lui, en gros, il savait qu'à une certaine heure, il sortirait plus dehors, même s'il entend les trucs à l'extérieur, il fait comme si il n'entendait rien. Ou c'était parce que vraiment, il avait vraiment besoin d'argent, ou il ne sait pas comment il a fait pour tenir là-bas. Mais il a dit que lui, c'était impossible et c'est impossible. Et donc, pour finir cette histoire de Abbas, eh bien, il nous dit que cette nuit-là, si ce n'était pas Dieu vraiment qui était avec lui, à ses côtés, eh bien, il ne sait pas s'il aurait survécu. Et même s'il aurait survécu, il ne sait pas en fait s'il aurait gardé sa pleine conscience parce qu'il a dit il y a de quoi devenir fou. Entendre les histoires, parler de ces histoires, il a dit c'est pas comme si tu vas le vivre toi-même. Parce qu'il dit oui, quand on raconte les histoires, quand on les entend, quand on les écoute, on s'imagine. Mais notre imagination, elle est genre limitée. Mais quand tu es face à ça, il dit dans la réalité, surtout il a dit lui au début il était sceptique, c'était plus pour des histoires de frères, il se disait c'était des légendes, et quand tu vois que c'est pas des légendes, ça existe vraiment, il a dit bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est marqué à vie. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur. J'ai fini cette vidéo et Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Ya Rabbi, que Dieu nous préserve toutes et toutes, quelle que soit notre confession, et bien de ces choses occultes-là et de vivre des choses aussi traumatisantes que celles que Abbas et toutes les autres histoires que j'ai racontées ont pu et bien vivre dans leur vie. Inch'Allah, qu'on en soit tous préservés. Donc, ça fait vraiment peur et ça fait mal au cœur aussi parce que quand il a dit, ouais, que jusqu'à aujourd'hui, il est traumatisé, genre même quand c'est la nuit, il peut absolument pas sortir et tout, ça empoisonne genre la vie et ça fait mal au cœur et genre, Miskin, il sera marqué à vie. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez aimé entendre cette histoire d'horreur. Moi, j'ai kiffé vous la faire. Concernant, je vous disais, l'HDV, Inch'Allah, elle va venir très vite, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que je la retrouve parce que celle que j'avais écoutée et tout, elle était trop bien et je veux absolument vous faire celle-ci. Elle est pleine de ibra, c'est-à-dire pleine de leçons. Voilà, donc... si vous avez regardé cette vidéo, excusez-moi, des fois j'ai des petits bugs. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Je vous invite à écrire en commentaire de quelle team vous êtes. Genre la team horreur, sorcellerie, HDV, crime, etc. Que j'ai un petit sondage en tête. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager cette vidéo, à commenter sans spoil s'il vous plaît. C'est très important pour la chaîne. C'est comme genre Netflix, on vous donne un petit avant-goût, mais on vous raconte pas la fin eh bien, du film ou de la série que vous regardez parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et à partager cette histoire, j'ai dit à vous abonner, à venir me suivre sur mon Snap, TikTok, Instagram. Et voilà, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien jusqu'à Inch'Allah la prochaine vidéo. Et moi, je repars à la quête de cette HDV. Il faut vraiment que je la retrouve, ça me rend malade. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!